Nous allons donc aborder un sujet qui est passionnant, mais douloureux, et dont on a à peine parlé en France, je dirais pratiquement dans le monde entier, c'est le scandale des armes à l'uranium appauvri. C'est arrivé près de chez vous, ça arrive près de chez vous, mais vous ne le savez pas, et personne ne le sait. Alors ces enfants sont des victimes du scandale des armes à l'uranium appauvri. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Le problème, c'est que, comme dans toutes ces affaires, c'est un peu technique, et il faut avoir quelques petites connaissances un peu scientifiques pour comprendre ce qu'il en est. Vous évoluez dans un monde, là, où vous avez des tas de matières, du papier, du bois, du fer, du plastique. Et ce monde, en fait, eh bien, c'est comme imaginez un peintre. Un peintre, il a une palette avec 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. Et grâce à des mélanges subtils, il va pouvoir vous faire un tableau avec des millions de couleurs. Eh bien, la création, ce qui nous entoure, c'est exactement ça. C'est que tout ce qui est là, c'est fait à partir de une centaine d'éléments de base. C'est-à-dire que tout comme le peintre a 8 couleurs de base et qui va faire toutes les couleurs, eh bien, dans la nature, au départ, il existe 107 éléments de base. Et c'est à partir de ces éléments de base que on va pouvoir faire tout ce qui existe dans le monde. Ce sont ce qu'on appelle les atomes. Donc les atomes, c'est les petits constituants primordiaux de la matière. Et vous voyez, il y en a 103, enfin maintenant aujourd'hui il y en a un petit peu plus. Le plus petit, c'est l'hydrogène qui est là-haut à gauche. Puis vous avez l'hélium, puis vous avez le lithium, etc. Quand vous avez une mine de crayon, votre mine de crayon, ce sont des petits atomes de carbone qui sont mis les uns à côté des autres. Le carbone ici. Au fur et à mesure des découvertes de la science, on s'est aperçu que tous les atomes, ils en prennent 4, ils ont tous la même structure. Il y a au milieu un noyau, et autour, il y a des choses qui tournent, peu importe ce qui tourne, c'est pas grave. Tous les atomes sont faits sur le même modèle. Et qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, c'est que le noyau que vous avez à l'intérieur, il est formé de petites particules, qu'on appelle les protons. Vous voyez? L'hydrogène, c'est le plus petit atome qui existe. Il a un proton dans son noyau. L'hélium, en fait, qu'est-ce qui le différencie de l'hydrogène? C'est qu'il a 2 protons dans son noyau. Et si on met 53 protons ensemble, on obtient un atome d'iodine. Si on met, et on arrive qui est à notre sujet, si on met 92 protons ensemble, on obtient de l'uranium. Voilà. Alors, naturellement, la nature n'est jamais si simple que ça. C'est qu'en fait, je vais vous montrer maintenant quelque chose d'autre. Voilà. Vous voyez ici, l'hydrogène, il a un seul proton dans son noyau. C'est normal. Et il y a des petits trucs qui tournent autour. Mais l'hélium, il a 2 protons dans son noyau. Mais vous remarquez qu'il y a 2 autres petits trucs qui sont venus ensemble, qui sont venus avec lui, et ce sera très important pour la suite. Ce sont des neutrons. Les bombes à neutrons. C'est ça en fait. Les neutrons, c'est les bombes à neutrons, ça parle de ça. Et ce qui fait que ces neutrons-là, dans l'absolu, ils ne servent à rien, si ce n'est qu'à alourdir l'atome. Mais ils ne lui donnent aucune autre propriété. Ça reste de l'hélium parce qu'il a 2 protons. Et ici, vous avez du carbone, parce qu'il a 6 protons, les 6 verres, mais il y a en plus 6 neutrons qui se sont mis ensemble. Donc, si maintenant on veut retenir, un atome, qu'est-ce que c'est? C'est constitué d'un noyau qui a des protons, c'est ça qui fait que l'atome est ce qu'il est, un proton l'hydrogène, 2 protons l'hélium, 3 protons le lithium, etc. Mais, en plus, à côté et les protons se mettent des neutrons. Ils sont un tout petit peu plus lourds, mais ils se ressemblent comme frères et sœurs. Si on pouvait les voir au microscope, on ne pourrait pratiquement pas les différencier. Bien. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans l'uranium? Eh bien, le problème, que ce soit pour le carbone 14 ou pour l'uranium, c'est que ce sont des atomes qui sont trop lourds. C'est-à-dire que l'uranium, lui, déjà, au départ, il est énorme. Donc il est un peu trop lourd.
voici de l'uranium 238, et bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Pour s'alléger, il va éjecter 2 neutrons et 2 protons. C'est-à-dire qu'il va les prendre dans son noyau. Ce qu'il peut faire aussi de façon naturelle, c'est que s'il ne peut pas enlever ça, parce que pareil, la nature a ses secrets, il y a des atomes qui ne peuvent pas le faire, eh bien, il va éjecter un électron. Eh bien ça, ce phénomène d'éjection rapide, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Vous avez souvent entendu parler de radioactivité, mais qu'est-ce que c'est? C'est ça. La radioactivité, ce sont des atomes trop lourds qui s'allègent en éjectant des particules dans l'air, qui partent dans l'air très rapidement. Alors le problème, justement, c'est que ces particules, elles sont à vitesse très rapide. Et pour nous, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, dans 2 minutes, si on se reçoit ça dans le corps, ça peut être très grave. C'est pour ça que la radioactivité est dangereuse. Si vous prenez un lingot d'uranium, au fur et à mesure, les uraniums, il y en a qui vont éjecter et des petites particules. Donc, on a vu que comme ils éjectent, ce n'est plus de l'uranium parce qu'il a maigri. Il s'est transformé en thorium. Donc, petit à petit, quand vous avez un noyau d'uranium, plus le temps passe, plus l'uranium diminue. Et il arrivera un moment où il n'y en aura pratiquement plus. Alors, le temps que met un lingot d'uranium pour que la moitié de l'uranium se transforme, c'est ce qu'on appelle la période. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on voit combien de temps un élément radioactif dure. Si, par exemple, un élément radioactif a une période de 2 secondes, ça veut dire que quand vous avez un noyau, 2 secondes après, il y en a déjà la moitié qui s'est transformée. Donc ça va aller très vite. Mais le problème, c'est que souvent, ces trucs radioactifs, eh ben, ils ont des périodes, regardez, le thorium, il y a une période de 14 milliards d'années. C'est-à-dire que si vous avez un lingot de thorium, donc il y en a la moitié de partie, il faut 14 milliards d'années. C'est-à-dire que ça va rester radioactif très très longtemps. Et l'uranium, ce qui nous intéresse à nous, c'est 1,5 milliard d'années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez absorbé de l'uranium qui s'est fixé dans votre corps, vous êtes radioactif pendant 1,5 milliard d'années, sous-entendu jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est pour ça que la radioactivité est si dangereuse. Alors il y a des choses qui sont beaucoup moins. Dans le francium, c'est 21 minutes. Donc à la limite, s'il y avait un noyau de francium ici, dans les 40 minutes, il n'y a pratiquement plus rien. C'est bon. Mais s'il y a de l'uranium là, il mettra 2 milliards d'années à partir si personne n'en est. C'est pour vous dire que vous commencez à comprendre que quand on commence à polluer à l'uranium, c'est pas une petite pollution qui va durer très très peu, c'est une grosse pollution très grave. La radioactivité, on a découvert ça vers le début du siècle, enfin début du siècle dernier, début des années 1900. Au départ, ça a été quelque chose, on ne savait pas à quoi ça servait, on l'a découvert, beaucoup de scientifiques sont morts d'ailleurs, sont morts irradiés sans le savoir. Mais jusqu'au jour où, en 1939, 2 scientifiques allemands se sont amusés, entre guillemets, à faire ça. Ils ont bombardé un atome d'uranium 235 en le bombardant avec une petite particule. Et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Que le noyau, une fois qu'il avait été percuté, il se séparait en 2. Alors, quand il se sépare en 2, il émet de l'énergie. Peu importe pourquoi, admettez-le. Alors, il est évident que si un noyau tout seul se sépare en 2, l'énergie, on ne la sent même pas. Mais, si c'est des milliards d'atomes qui se séparent en même temps, ben, l'énergie, ça commence à être bon. Et avec cette énergie, on peut commencer à chauffer de l'eau, par exemple. Et faire de la vapeur. Et puis, immédiatement, mais les scientifiques se sont dit, mais dites-moi, donc on pourrait utiliser ça pour faire de l'énergie. Mais si jamais on désintègre des milliards d'atomes à la fois, des milliards d'atomes d'uranium 235, ben, ça va faire comme de la dynamite. Et c'est le principe de la bombe atomique. La bombe atomique, qu'est-ce que c'est? On désintègre des milliards d'atomes d'uranium 235 en 1 seconde. Et il y a tellement d'énergie qui s'en échappe que l'énergie, elle est émise d'abord sous forme de chaleur, mais aussi sous forme d'onde de choc. Car qu'est-ce que c'est qu'une explosion? La différence entre un feu de cheminée et une explosion, c'est que le feu de cheminée vous restitue son énergie lentement. Le bois brûle lentement, donc en brûlant, il vous restitue de l'énergie qui vous chauffe. Mais supposez que qu'une bûche de bois veut brûler en 1 seconde, elle n'a plus le temps de restituer toute l'énergie en chaleur, donc elle la restitue aussi en onde de choc et c'est l'explosion. Eh bien, qu'est-ce qu'une centrale nucléaire? C'est une réaction comme ça, mais lente. Donc ça chauffe. On reprend l'énergie, on chauffe de l'eau qui se transforme en vapeur, qui fait tourner des turbines et ça fait l'électricité. Voilà. Mais la bombe atomique,
Ben, c'est une centrale nucléaire mais ultra rapide. Donc comme toute l'énergie est dépensée en une microseconde, elle s'en va sous forme de chaleur et d'une onde de choc. Mais le problème, il est le suivant. C'est que la nature, pour nous, elle n'est pas toujours très très bien faite. C'est que pour faire cette fameuse réaction, celle-là, il faut de l'uranium-235. Or, l'uranium, on en a des gisements sur Terre. C'est un métal, l'uranium, tout bête. Hein, c'est un métal blanchâtre, très très malléable. Seulement, si je creuse et que je trouve de l'uranium, en moyenne, voilà, je vais avoir 99,2% d'uranium de 238. Et celui-là, si on tente de faire ça à diète, ça ne marche pas. Il ne fait rien. Lui, il n'est pas intéressant. C'est ça, l'uranium intéressant. Mais on n'en a que 0,7%. Alors le problème, c'est que si vous prenez de l'uranium naturel et que vous voulez faire une bombe atomique avec, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'uranium-235. Ça va foirer. Pour pouvoir faire une bombe atomique, et c'est pour ça qu'il y a si peu de pays qui peuvent en faire, c'est pas le problème d'avoir de l'uranium, c'est l'uranium naturel, on peut en avoir. Il y a des gros gisements en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que il faut avoir de l'uranium à 90% d'uranium 235. 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre l'uranium et séparer le 238, le mettre de côté et ne garder que le 235. Alors si c'est des grains de sable, c'est déjà difficile d'avoir à séparer des grains de sable qui sont plus ou moins gros. Les pommes encore c'est facile. Mais quand c'est des petits atomes qui sont invisibles à l'œil nu, comment faire? Alors c'est là, c'est très très difficile. Et l'être humain étant toujours, surtout pendant la guerre, comme on voulait faire la bombe atomique, l'être humain a mis tout son savoir à le faire, et l'homme blanc qui est toujours ingénieux a réussi à faire. Grâce à des centrifugeurs, grâce à ce qu'on veut, on sépare l'uranium 238 qui est plus gros se met là, et l'uranium 235 se met là. Ou alors on fait des systèmes de micro-passoires de façon à enrichir l'uranium. C'est-à-dire qu'ici vous avez de l'uranium où il n'y a que 0,7% d'uranium 235, oui, et à la fin, en faisant passer de micro-passoire en micro-passoire, vous arrivez à un mélange où il y a 90% d'uranium 235. Et là, vous allez pouvoir faire votre bombe atomique. Donc, pendant la guerre, ce qui s'est passé, c'est que les Américains, eux, se sont précipités. Ils voulaient faire cette bombe atomique, ce que Hitler ne voulait pas faire, d'ailleurs. Entre parenthèses, si c'était Hitler qui l'avait fait, qui l'avait utilisé, on aurait dit, preuve que c'est un sale barbare. Mais quand c'est les démocraties qui l'utilisent, c'est normal. Donc, les Américains, eux, se sont précipités. Ça rend tellement d'énergie que l'équivalent d'un sucre d'uranium vous fait une bombe atomique qui vous pète à la figure et qui peut faire 70 000 morts en un quart de seconde, un rendement que les nationaux-socialistes n'ont jamais réussi, mais que les démocraties, elles, savent faire parfaitement bien. Encore une fois, de quel côté est le mal, je vous le demande. Bon, bref, alors ce qui s'est passé, donc c'est pendant cette guerre, on s'est pressé pour faire la bombe atomique. Et puis après la guerre, une fois qu'on a eu cette bombe atomique, et puis qu'il n'y en avait plus besoin, on en fabriquait toujours pas mal, mais on a décidé de faire des centrales nucléaires, je vous ai dit, des bombes atomiques lentes, juste pour récupérer un peu de chaleur et pas pour se prendre une grosse explosion dans la figure, sauf à Tchernobyl quand ça va pas. Mais normalement, ça n'explose pas. Alors qu'est-ce qu'on fait depuis les années 40 ? On enrichit de l'uranium, c'est-à-dire qu'on prend de l'uranium, on garde au mieux le 235, et on arrive avec de l'uranium enrichi. Et naturellement, tout le 238 qu'on a retiré, c'est ce qu'on appelle l'uranium appauvri. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'uranium de 235 puisqu'on l'a gardé. Donc, pour faire des centrales nucléaires, il faut de l'uranium enrichi, de façon à avoir à peu près 5 à 10% d'uranium 235. Et pour faire des bombes atomiques, je vous rappelle, c'est 90%. Donc ce qui fait que depuis les années 40, puis même depuis les années 50, on enrichit en permanence de l'uranium. C'est-à-dire qu'en permanence, on se trouve avec de l'uranium appauvri. Et ça, on ne savait pas quoi en faire. Alors ce qu'on faisait de cet uranium appauvri, parce qu'il est quand même radioactif, on le mettait dans des fûts, on les recouvrait de barium, et on entrepose ça dans des mines, au fond de la mer. Les Anglais ont fait ça au fond de la mer, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ressort et la Manche est bourrée et polluée, bourrée de radioactivité. Mais parallèlement, il y avait un problème militaire. C'était le problème des obus. Je vous rappelle, à partir de la guerre 14, on a fait des bombes. Ces bombes, on a fait en parallèle le char. Et naturellement, les bombes, on a utilisé des bombes, on a essayé d'utiliser des obus pour détruire les chars. C'est pour ça qu'on a inventé les obus à percuteurs. Quand ça percutait, boum, ça explosait.
Alors le problème, au départ, ça a bien marché, mais après, les chars, le blindage, on l'a fait comme ça. Donc l'obus, le temps qu'il arrive dessus, boum, il ne perçait plus le blindage. Alors le problème, c'est qu'un obus qui ne perce plus le blindage, à partir du moment où le percuteur a fait son explosion, si c'est au-dessus du char, c'est foutu. Alors on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire des obus qui, avant d'exploser, vont percer le blindage et vont exploser à l'intérieur du char. Et c'est à ce moment-là donc qu'on a fait les obus, ce qu'on appelle un pénétrateur. Vous avez ici un obus traditionnel. Dès que c'est arrivé sur le char, pof, ça pétait. Et ici, vous avez l'obus avec un pénétrateur. Mais là, cet obus, grâce à ça, le pénétrateur, c'est lui d'abord qui va trouer le blindage. Et ensuite, une fois que le blindage sera troué ou bien entamé, l'obus va exploser. Alors naturellement, on a inventé ces pénétrateurs. Alors c'était quoi au départ? C'était de l'acier, hein, parce que l'acier, ça fait quand même 7,8 tonnes par mètre cube, c'est un métal assez dense. Hein. Bon, et puis naturellement, les chars, ils se sont blindés de plus en plus. Et puis on a inventé les blindages hybrides, c'est-à-dire des mélanges de blindage, de fibres de verre, etc. Il y a toujours une compétition entre les fabricants de chars qui fabriquaient des blindages de plus en plus performants et les fabricants d'obus qui voulaient trouver des pénétrateurs de plus en plus performants. Alors, dans les dernières années, jusqu'à il y a 20 ans, on avait trouvé des pénétrateurs, c'était des alliages de tungstène. Et puis, un jour, il y a un militaire qui s'est dit, au fait, là, l'uranium, c'est le métal le plus dense sur la Terre. Il y en a des tonnes là qui servent à rien. Il n'y a qu'à l'utiliser, surtout qu'il est facilement malléable. Alors on s'est dit, oui, ça serait peut-être intéressant. Alors que le tungstène, c'était du 17 tonnes par mètre cube, l'uranium appauvri, on était à 18 tonnes par mètre cube. Alors on s'est dit, bon, ça va sûrement donner un peu mieux, mais ça ne va pas faire des miracles. Ce sera un peu mieux. Et puis, on a fait des tests. Et là, alors que par exemple, un obus au tungstène perçait à 2 km, l'obus à l'uranium appauvri perçait aussi à 2 km. Mais l'obus à l'uranium appauvri perçait aussi à 2 km 500 encore, 500 mètres plus loin. Donc on avait gagné beaucoup. Et l'obus à l'uranium appauvri perçait encore à 3 km. Or pourtant, on n'avait pas tellement gagné en densité. Et là, on s'est posé la question, on s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'uranium appauvri, ça a l'air d'être la chose magnifique, alors que c'est pas tellement plus dense? Voilà, le secret, il est dans ce dessin-là. Voici le tungstène. En fait, le tungstène, imaginez-vous, c'est un peu comme de la pâte à modeler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça arrive sur le char, ça s'écrase. Alors naturellement, ce qu'on espère, c'est qu'en s'écrasant, ça va quand même percer le blindage. Mais plus ça s'écrase, plus ça devient rond, et plus ça perd sa force. Donc voilà pourquoi le tungstène à 2 km, c'était fini. Ça ne marchait plus. Ça s'écrasait trop fort, et puis c'était fini. L'uranium appauvri, c'est complètement différent. Et quand ça arrive sur le char, au lieu de s'écraser en boule, ça s'affûte. C'est-à-dire que c'est l'extérieur, le blindage du char joue comme quelque chose qui affûterait un couteau. C'est-à-dire que ça le râpe et ça devient de plus en plus pointu. Donc plus l'uranium pénètre à l'intérieur du blindage, plus il est pénétrant. Ce qui rend l'uranium appauvri si efficace, c'est le fait que non seulement il garde sa forme, mais en plus, si vous voyez une vraie photo, il devient encore plus pointu. Pour les pénétrateurs, les autres matières en compétition comme le tungstène s'écrasent. Les pénétrateurs en tungstène ne sont pas aussi efficaces. Et les différences, je crois, sont classifiées. En gros, c'est une différence qui permet d'atteindre une cible à 3000 mètres, alors qu'avec le tungstène, on n'ira pas plus loin que 2000 mètres. C'est donc un avantage tactique réel. Le gain était énorme. Pourquoi? Parce que, déjà ça perçait le blindage. Mais en plus, quand ça rentrait dans le blindage, à cause du frottement, le métal était porté en fusion. Donc l'équipage du char reçoit une douche de métal en fusion. Cette douche, en plus, ce métal en fusion, dès qu'il y a des vapeurs d'essence ou des armes, ça fait tout péter. Et voilà pourquoi il y a des films tout à fait fous où on voit un char qui est touché, notamment les chars irakiens qui sont touchés par les obus à l'uranium appauvri, en 5 secondes, pouf, tout pète. Lors de l'impact, quand il touche sa cible, l'obus en fusion se ferait son chemin à travers la matière. Ça provoque la dispersion de l'uranium. L'oxyde se forme et dans le tank, on a une douche d'uranium brûlant. Dans ces conditions, tout ce qui peut brûler brûlera, tout ce qui peut exploser explosera.
Et tout le monde est mort. Donc, l'équipage, même ceux qui ont survécu, qui ne sont pas grillés par l'uranium appauvri, l'équipage n'a même pas le temps de sortir. Et il y a la fameuse photo où on voit un gars, je ne sais pas si vous l'avez vu cette photo, on voit un gars, un Irakien qui est à moitié sorti de la tourelle, donc qui a voulu sortir et qui est complètement cramé parce que trop tard, tout a pris feu. Pendant la guerre, je conduisais un camion. Quand on est rentré en Irak en sortant du désert, il y avait des débris partout autour de nous. Des chars, des chaussures, des vêtements militaires qui traînaient dans le sable. Il y avait des tanks irakiens. Il y avait des convois civils irakiens. Il y avait tout cet équipement irakien carbonisé ou fondu. Et les pneus brûlaient encore alors qu'on passait. Quand on a dû s'arrêter, notre convoi s'est retrouvé là, coincé pendant 2 heures, au milieu de tous ces véhicules en flammes. Alors je suis sortie prendre des photos parce que j'étais effarée de ce que je voyais. C'était vraiment l'horreur. Je ne comprenais pas pourquoi, comment ces tanks étaient tellement carbonisés et comment les choses avaient fondu. Je ne comprenais pas ce phénomène. Regardez. Les tanks carbonisés. Les bâtiments carbonisés. Les restes de corps dont je vous parlais. Encore des corps carbonisés. Donc, l'arme absolue, ici, il est là, le pénétrateur à l'uranium appauvri, voyez-vous, avec sa pointe pointue qui va être de plus en plus pointue. Mais problème, l'acier, le tungstène, c'est pas radioactif. L'uranium, ça l'est un peu. Alors quand on va tirer des milliers d'obus à l'uranium appauvri, ben ceux déjà qui ont raté leur cible et qui sont écrasés, ils ont contaminé le sol, parce qu'il y a des restes d'uranium appauvri partout. Et puis tous les chars qui ont été touchés, ben, il y a des tas de particules d'uranium appauvri. Il y a les grosses particules qui sont par terre dans le char, qui sont fortement radioactives, puis il y a toutes les poussières. Donc sur un champ de bataille où vous tirez des milliers d'obus d'uranium appauvri, l'air est saturé de particules radioactives. Et vous, et les soldats qui sont là, ou vous qui arrivez après, vous êtes là, vous respirez, et dans vos poumons rentrent des petites particules d'uranium. Voici l'équipe uranium appauvrie en Arabie Saoudite. Là, on hisse un char M1 sur un camion pour le rapatrier aux USA. Là, je suis au milieu avec un chapeau. Les membres de cette équipe sont morts ou malades. Les informations données par le gouvernement des États-Unis en réponse à nos questions indiquaient qu'il n'y aurait aucun risque. Ils affirmaient qu'il n'y aurait pas de suspension dans l'air, que les oxydes seraient tellement lourds qu'on ne risquait pas de les respirer. Donc l'information donnée à l'équipe même qui était censée nettoyer ça en Arabie Saoudite, a causé mort, maladie et destruction de familles. Là, c'est l'intérieur d'un tank troué par un obus de 120 mm. Ce nuage laiteux que vous voyez sur la diapo, c'est de la poussière d'uranium. C'est l'oxyde d'uranium. Ce véhicule était propre et tout l'oxyde était à terre quand on y est entré. C'était comme si on avait frappé dans du talc. Il était remonté en suspension. Ceci prouve que la poussière d'uranium peut se mettre en suspension et montre bien les risques d'inhalation et d'ingestion. Ça reste comme ça, et si on ne la retire pas physiquement, elle peut remonter à tout moment et être inhalée pour l'éternité. 4,5 milliards d'années. C'est pour ça que c'est un tel danger pour les civils, pour les non-combattants et pour les autres. Ça, c'est la combinaison que devrait porter toute personne qui travaille dans un périmètre de 25 mètres autour d'un véhicule, d'une structure ou d'une matière touchée par des projectiles d'uranium.
Cet homme sur la photo n'avait pas été prévenu qu'il devait protéger ses voies respiratoires et sa peau avant de grimper sur des tanks irakiens détruits par des munitions à uranium appauvri. Ça prouve juste qu'il n'y a pas eu de mise en garde. Aujourd'hui, Bernie lui aussi est malade. Ce gars-là sur le char a des problèmes respiratoires, des problèmes aux reins, des plaques, des troubles neurologiques, comme tous les autres. Encore un civil auquel le gouvernement des États-Unis a refusé les soins médicaux. Ce grand monsieur est décédé. Cancer. Alors il y a des recherches qui ont été faites. Et dès 1984, l'armée américaine, des scientifiques ont alerté l'armée américaine en disant ça a l'air d'être quand même mauvais pour l'environnement. C'est vrai que ça marche bien, mais c'est mauvais pour l'environnement. Mais c'était une tellement bonne arme que finalement, on l'a quand même utilisée. Alors on l'a utilisée pour la première fois, on suppose que les Israéliens en ont eu, déjà pendant la guerre des années 73, mais elle a été utilisée pour la première fois en Serbie. Enfin non, en fait, pour la première fois en Irak en 1991, puis ensuite il y en a eu en Serbie. Il y en a eu en Afghanistan, et pour la deuxième fois, il y en a eu en Irak en 2003. Ici, les archives de la guerre du Golfe et du Kosovo servent à faire la promotion des nouvelles armes qui ont fait leur preuve au combat. Les bombes utilisées pendant la guerre du Golfe, ils sont une référence commerciale, malheureusement, mais cette bombe, c'est pour la bunker, quand on veut rentrer dans un certain bâtiment, et pas qu'il explose à l'impact, mais qu'il pénètre et après il explose. Particularité, c'est qu'il a une très forte pénétration. Je ne peux pas vous dire combien là c'est classifié. C'est une bombe qui a été utilisée récemment? Oui. Et dans quel contexte elle a été utilisée? Ça, je préfère pas, je ne peux pas vous le dire. Elle l'a probablement été dans les Balkans. Depuis la guerre du Golfe, l'uranium appauvri a été utilisé en Bosnie en 1995, en Serbie et au Kosovo en 1999, pour de nouvelles guerres chirurgicales. Le principal agent de l'uranium au Kosovo, le voici. C'est l'avion A-10, dit tueur de tanks, dont la mitrailleuse ne tire que des obus à l'uranium. Il a été utilisé tout au long de la guerre au Kosovo par l'armée américaine. La petite fumée que vous voyez est le signe que cet avion est en train de tirer à la vitesse de 3800 obus à uranium à la minute. Aujourd'hui, sur place, c'est la confusion au milieu de la contamination. Le personnel de la Croix-Rouge ne sait plus quoi dire aux gens. Là, vous pouvez voir, il y a un tank sur la gauche. Certainement un tank qui a été détruit durant les combats. Alors là, on ne sait pas, je ne sais pas du tout par quel type d'engin ça a été détruit. Là, non, on ne sort pas trop. De toute manière, on n'irait certainement pas marcher dans l'herbe qui est sur les côtés. Les balles qui ont été utilisées donc à base d'uranium peuvent dégager un certain nombre de radiations. C'est pour ça qu'on ferme les fenêtres aussi. Il vaut mieux éviter de respirer les poussières autour qui pourraient être radioactives. Moi, j'ai entendu parler d'un chiffre de 13 tanks détruits. Alors ça, c'est à confirmer également. Quand on aura cette information, si on peut l'avoir, ce sera intéressant pour nous pour délivrer ce message à la population, sachant que la population est très inquiète et déjà au courant que ce type d'arme a été utilisé. Et toutes les guerres maintenant se font, parce que je crois qu'il y a à peu près une trentaine d'armées dans le monde qui ont des armes à l'uranium appauvri. Alors ces armes surtout soit dans les obus de char, soit dans ce qu'on appelle vous savez, les avions A-10, les tueurs de chars. Ils ont des obus 30 mm à l'uranium appauvri. Alors ça perce le char, ça perce tout, ça perce les blindages, ça perce même, je veux dire, le béton armé, tout ça, c'est fini. Il y a, en Irak, il y a eu le fameux abri, j'ai rédigé un article, il y a eu 1080 morts, ils étaient dans un immense truc en béton, ça a été touché de plein feu par un obus à l'uranium appauvri, tout le monde est mort là-dedans, enfin des femmes, des enfants, c'est abominable. Donc c'est vraiment l'arme absolue. Il n'y a pas que les Américains qui vendent ce type de munitions. Tout le complexe militaro-industriel s'y est mis. Aujourd'hui, le cheikh Muhammad bin Rachid fait ses achats.
Il inaugure le Dubai Air Show avec le fils du président syrien et tous les marchands d'avions et de bombes sont là. On sait qu'il y a dans ce salon beaucoup de bombes et munitions qui utilisent entre autres alliages de l'uranium appauvri. Mais quand on pose des questions sur le contenu des bombes, beaucoup ne veulent pas parler. Oh, je ne connais pas ça. L'uranium appauvri? I'm not qualified to talk about that. Je ne connais pas. C'est pas nucléaire quand même, ça se saurait. I can't comment on that. Yeah, sorry. Alors pourquoi la radioactivité est-elle mauvaise pour le corps humain? Eh bien, on va voir, c'est pas si difficile que ça à comprendre. La base de votre organisme, c'est la cellule. Alors, vous avez des cellules de peau, des cellules du foie, des cellules du cœur, qui sont toutes un peu différentes, des cellules du cerveau. La cellule, vous avez une membrane, c'est en gros l'enceinte de la cellule. Puis à l'intérieur, vous avez un liquide dans lequel il y a plein de choses, peu importe, et à l'intérieur, vous avez le noyau. Et dans le noyau, vous avez sûrement entendu parler, vous avez l'ADN. Alors qu'est-ce que c'est que l'ADN? On en dit beaucoup de choses sur l'ADN. En fait, l'ADN c'est quoi? C'est en gros le livre de votre vie à vous. Si vous faites telle grandeur, si vous avez les yeux bleus, si vous avez des ongles cassants, pas cassants, si vous avez les cheveux d'une telle couleur, etc., etc., c'est parce que vous avez un grand programme dans votre corps, vous avez votre code génétique qui vous programme entièrement. Alors l'ADN en fait, c'est un peu comme de l'hébreu d'ailleurs, c'est que c'est une langue, il y a 4 lettres seulement. Et les lettres 3 par 3, elles font un mot. Mais par rapport à notre écriture à nous, il n'y a pas d'espace entre les mots. C'est-à-dire que vous avez A, B, B, C, C, A, D, A, D, etc., etc. Donc vous avez 4 lettres. Et puis ça se suit, ça se suit, ça se suit. Et c'est tous les 3, ça fait un mot, si vous voulez. Bien. Donc, et c'est grâce à ça que votre cellule, elle sait ce qu'elle doit faire, quand elle doit se reproduire, quand elle doit faire des échanges, etc. Si c'est une cellule du foie, du cœur, du cerveau, si c'est une cellule sexuelle, tout ça c'est programmé par l'ADN. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes bombardé par de la radioactivité? Parce que le problème de la radioactivité, c'est que ces particules se dépassent pratiquement à la vitesse de la lumière. Eh bien, au mieux, quand elle va traverser par exemple la cellule, flaf. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Il y aura 2 trous, donc le liquide va commencer à sortir. Et la cellule va être un peu comme un ballon de baudruche qui va se dégonfler et elle va mourir. Alors, naturellement, si vous êtes bombardé que par un petit rayon, il y a une cellule qui meurt, on s'en moque. Mais le problème c'est que un noyau de l'uranium appauvri, c'est pas une particule qu'elle envoie toutes les secondes, c'est 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards. Donc vous êtes bombardé, c'est plus qu'un bombardement à la mitraillette. Hein. Vous êtes bombardé par des milliards. Donc ce qui va se passer, c'est que en une seconde, il y a des milliards de vos cellules qui vont pouvoir mourir. C'est pour ça que d'ailleurs que quand les gens qui touchent des choses radioactives, ça fait comme une brûlure. Ils ont la même brûlée. On a l'impression qu'ils sont brûlés au feu. Mais non, mais parce que le feu, pourquoi ça vous fait mal et pourquoi ça vous détruit? Parce que ça détruit vos cellules. La radioactivité, c'est sans chaleur, sans rien, mais c'est la même chose. Ça détruit vos cellules. Mais, et où on en arrive à la chose très grave, c'est que la cellule, la particule radioactive, elle va pouvoir rentrer dans votre cellule et puis toucher le noyau. Alors qu'est-ce qui va se passer? Imaginez un noyau avec des lettres à la suite. 3 par 3, elle donne un mot. La cellule passe, mais elle en retire une. Seulement, comme les mots sont tous collés, à partir du moment où il manque une lettre, c'est tous les mots d'après qui vont être décalés. Donc l'ADN change complètement de message. Hein, imaginez que vous enviez une lettre, à la place d'avoir A, B, C, A, B, C, supposez que j'enlève le B, ça fait A, C, A, B, C. Mais le ACA, c'est plus du tout que A, B, C. Donc tout le message a changé. Donc de là, il va y avoir 2 possibilités. Soit le message ADN, le nouveau message, ne veut rien dire. La cellule va faire n'importe quoi et finalement elle va crever. Donc la cellule meurt. Je dirais c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si c'est des milliards de cellules qui meurent, vous pouvez mourir quand même. Mais je dirais globalement c'est ce qu'il y a ça. Mais qu'est-ce qui peut se passer aussi? Il peut se passer que le message change mais qu'il veut dire quelque chose. Mais complètement autre qu'avant. Donc la cellule va se mettre à faire n'importe quoi. Elle va se mettre à se reproduire par exemple. Et c'est comme ça que ça va donner quoi? Des cancers, des tumeurs et des malformations. Alors si vous êtes hyper irradié, comme certains japonais, dans les quelques heures vous êtes couvert de plaques noires et vous crevez tout de suite, parce que vous avez une espèce de cancer généralisé, foudroyant, et vous crevez. Si vous êtes peu irradié, eh bien, vous allez peut-être attendre 1 mois ou 2, puis vous allez commencer à faire une leucémie, quelque chose comme ça.
Voilà, ça c'est un fœtus dans les premières heures, dans l'appareil génital de sa mère. Et par exemple ici, ça c'est tout bébé, mais à part que les cellules vont se différencier après. Mais peut-être que cette cellule-là, par exemple, qui est ici, c'est la cellule qui va donner le bras plus tard, parce qu'elle va se dissocier en 2, 4, 8, 16, 32, 124, 128, etc. Et ça va donner le bras. Celle-là, c'est peut-être la cellule qui va donner la tête. Celle-là, c'est peut-être la cellule qui va donner le cerveau. Mais maintenant, supposez, la mère est là, ici. Et elle est soumise à la radioactivité. Et cette cellule-là, elle meurt. Ce n'est qu'une cellule, mais c'est tout le bras. Donc le bébé va naître sans bras. Parce que cette cellule-là qui allait donner le bras, elle est morte. Et si c'est la cellule du cerveau, le bébé naîtra sans cerveau. Une femme enceinte soumise à de la radioactivité, mais ça peut être catastrophique pour son enfant. Et on va voir après, ça va être catastrophique. Voilà pourquoi la radioactivité est si dangereuse. Voici un avion à 10 tueurs de char. Il tire sur un char. Le temps que l'obus arrive sur le char, il brûle déjà un peu, et il y a plein de particules. Deuxièmement, il y a le char qui est touché, boum, qui va exploser. Mais en même temps qu'il va exploser, eh bien, il va répandre les particules. Il y a des débris par terre. Et ça va être des débris radioactifs, des débris contaminés. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'après, le char a été touché. Ce n'est plus qu'un débris, en fait. Eh bien, ça va partir dans le sol, puis à un moment, ça va toucher les nappes d'eau, par exemple. Bon. Donc, l'eau va être contaminée. Et puis, il va y avoir des poussières qui vont rouler sur le sol avec le vent. Et puis, qu'à un moment, ils vont s'élever dans l'atmosphère avec les courants d'air ascendants et tout ça. Et puis, ça va être là-dedans. Ça va se mélanger aux nuages et tout ça. Et quand il va pleuvoir, ça va être des pluies très fortement radioactives. C'est une contamination générale. Générale. Ce n'est pas que le champ de bataille. Bien. Alors, face à cela, les officiels de l'armée américaine nous disent, écoutez, le nombre de... Il y a très peu d'uranium appauvri dans un obus et dans une balle. Donc, c'est très très peu. On peut dire qu'ils admettent qu'en Irak, ils ont déversé, en fait, avec tous les obus qu'ils ont tirés, 300 tonnes d'uranium appauvri. Ils disent 300 tonnes, mais c'est des millions de kilomètres carrés, tout ça. Parce que Éric Daxon, qui s'occupe justement de tout ça, qui est le porte-parole de l'armée américaine, dit 300 tonnes, ça rentrerait dans cette pièce-là. Si vous preniez tout l'uranium appauvri utilisé dans le Golfe, pour voir le volume que ça représente, des tonnes, on pourrait croire que ça fait beaucoup. Mais en fait, ça représente à peine un cube de 3 mètres sur 3. Donc si on devait faire fondre tout cet uranium appauvri pour en faire un cube, ça rentrerait facilement dans cette pièce. Bien sûr, monsieur Daxon, ça rentre dans cette pièce-là. Mais c'est pas ça le problème, c'est que c'est comme si moi, soudainement, je mettais ça dans une bombe aérosol et je faisais ça sur des régions entières. Là, c'est grandissime. Lorsqu'un de ces obus d'uranium est tiré, des milliers et des milliers de grammes d'une poussière radioactive très fine se répandent dans l'air. C'est très différent d'une exposition naturelle à l'uranium. C'est très différent de l'exposition subie dans les mines d'uranium, parce que c'est une poussière très fine qui reste dans l'air. Et le soldat ne sait pas que c'est de la poussière d'uranium. Et on le respire très facilement, puisque ce sont de toutes petites particules qui s'installent dans les poumons. C'est très très différent d'une exposition naturelle à l'uranium. Une des particularités de l'uranium appauvri est de s'enflammer très facilement. Sur ces images d'essais de nuit, un char tire sur un autre. On voit très bien, en rouge, l'effet de l'air qui enflamme le métal et laisse dans l'atmosphère de très fines particules d'uranium. Comme dans un effet d'aérosol, ces particules se mélangent à l'air. Alors, il y a tout un discours officiel qui tient aussi en France, qui consiste à dire que ce n'est pas dangereux. On n'a pas retrouvé de traces de radioactivité dans le sol, on n'a pas retrouvé sur les chars, etc., etc. Ouais. Je suis tombée malade à ce moment-là. Je ne pouvais plus contrôler mes intestins ni ma vessie. Et ma première nuit à la maison avec mon mari, je ne sentais plus rien dans mon corps, en dessous des hanches. Je ne sentais plus mon visage, plus rien. Je lui ai dit « quelque chose ne va pas, je ne suis plus la même. Mon corps a changé. » Ensuite, mes problèmes urinaires se sont aggravés. Et pire, je me souillais à cause des problèmes intestinaux.
Finalement, en juillet, ils m'ont examiné et ont dit que oui, j'avais des problèmes physiologiques. J'ai demandé à savoir pourquoi et ils m'ont dit pas de quoi s'inquiéter. C'est juste le changement de régime alimentaire. Et je devenais très faible et mes muscles me faisaient plus mal. Je ne pouvais plus rien porter. Ma mémoire flanchait. Les gens appelaient au bureau et j'oubliais de prendre les messages. J'oubliais d'aller chercher mon fils à l'école. C'est étonnant. Et j'ai aussi perdu ma glande thyroïde. Je n'en ai plus. Et j'ai constaté que mes pieds, qui avaient toujours fait du 37, et mes mains, une taille 6, avaient grandi. Maintenant, je chose du 39 et mes mains sont passées presque à 8. Alors j'ai compris que mes os grossissaient. Mes genoux et mes os me faisaient très mal. En 92, un vétéran des essais nucléaires m'a appelé et m'a dit « Je pense que tu t'es intoxiqué à l'uranium appauvri. » Mais qu'est-ce que c'est? Alors j'ai fait des tests d'urine. J'ai reçu les résultats le 17 septembre, positifs à l'uranium appauvri. Quand j'ai demandé au médecin de l'armée de regarder ces résultats, il m'a dit que c'était seulement le taux normal de radiation de ceux qui vivent en ville. Dans mon unité, à ma connaissance, les principaux sujets de plainte sont les douleurs articulaires et la fatigue. Certains d'entre nous n'ont jamais pu retravailler. 6 mois après notre retour, ils étaient totalement handicapés. Regardez, ça, différents types de cancers qui ont été enregistrés de 1991 à 1997 avec des participants, enfin des soldats qui ont été exposés aux explosions d'uranium appauvri. Regardez, 1991, première guerre du Golfe, 49 cancers. Mais regardez après la courbe qui est quasiment 82, 93, 105, 250. Alors il faut savoir que ceux qui ont ingéré des particules radioactives, ils ne vont pas développer leur cancer tout de suite, sauf si ils en ont ingéré plein. Mais ça peut se déclarer 1, 2, 3, 4, 5 ans après. Et bien là, voilà. Vous avez une augmentation, on passe de 49 cancers chez les soldats à 384, 4 ans après, enfin, c'est en 98, 7 ans après. Et ça, il y a une multiplication pratiquement par 10. Donc une augmentation de 1000%. C'est tout à fait inexplicable s'il n'y avait pas eu de contamination. On n'a jamais vu dans une région de France où il ne se passe rien de spécial, les cancers augmentés de 1000%. Et alors, ce qui est plus grave, c'est que tout ça, ce sont des chiffres du gouvernement irakien, à l'époque où Saddam Hussein était encore là, il a essayé d'alerter l'opinion, enfin, tout le monde s'en fout. Fin 1998, le gouvernement irakien organisait devant les médias un symposium sur l'uranium appauvri pour sensibiliser l'opinion publique mondiale. Oubliez les gaz de Saddam. Ici, la principale cause du syndrome de la guerre du Golfe, qui touche aussi les Irakiens, est exclusivement l'uranium appauvri américain et anglais. When radiation hits, for example, depleted uranium, when it hits the human body, we have inside the body 3 types of toxic agents moving around inside body, doing the damage to various types of reaction. One of them is DNA, and as we will see further. Ces discours n'ont pas eu d'écho dans le reste du monde, étant assimilés à de la propagande. De toute façon, peu de scientifiques internationaux se sont déplacés, les grands médias présents comme CNN n'en ont pas parlé. Parmi les vétérans américains, seule Carole Picou s'y est rendue. Mon but était de savoir ce qui arrivait aux enfants irakiens, aux civils et aux soldats là-bas, pour rapporter ces informations aux États-Unis. Ils n'avaient pas pris la pyrostygmine, ils n'avaient pas reçu les vaccins contre l'anthrax et ils n'avaient pas eu de botulénium, mais ils avaient été exposés à l'uranium appauvri. Lui, c'était un colonel de blindés pendant la guerre. Il a perdu sa thyroïde, j'ai perdu ma thyroïde. Il a des problèmes musculaires, j'ai des problèmes musculaires. Il a des problèmes neurologiques, j'ai des problèmes neurologiques.
C'est la première personne que j'ai rencontrée qui était dans le même cas que moi. Et là, on est ensemble. Le colonel, il a un cancer. Son frère a un cancer, lui aussi. Ils ont tous une forme de leucémie ou de cancer. Ils étaient comme nous. Ils n'étaient pas différents de mes camarades ou de moi. Et ils sont tous malades ou mourants. L'histoire, c'est de savoir quand nos corps meurent lentement. Le tout, c'est de savoir le temps qui nous reste. I have developed masses on my arms where I can't rotate my hands anymore. I have to catheterize myself. Au début, je me sentais mal à l'aise. Mais après un jour, 4 généraux irakiens m'ont ramené dans la zone de combat où j'avais été. Et les mêmes tanks qui étaient là en 1991 étaient toujours là en 1997. Je suis remontée sur ces tanks et j'avais un compteur Gégère. Nous avons relevé les rayons alpha et gamma et nous avons constaté que ces zones étaient toujours très contaminées par l'uranium appauvri. The tower is contaminated. The reading is 125 counts per second. On n'a pas les moyens de décontaminer l'environnement de l'Irak, qui est devenu très contaminé. L'air, l'eau, la terre même est contaminée par les matières radioactives. Voilà, ça c'est des soldats qui n'ont pas été exposés. Mais les cancers augmentent aussi. Alors il y en a un peu moins, mais les cancers augmentent aussi. Pourquoi? Et ça s'explique avec ce que je disais tout à l'heure. C'est que la contamination va de partout. Donc même si moi je ne suis pas sur le champ de bataille, même si je suis à l'arrière, mais à partir du moment où je suis à 50, 100 km d'un champ de bataille, si le vent arrive vers moi, 2 heures après j'ai tout dans la tronche. Et c'est prouvé. Encore une fois, il y a une multiplication de plus que par 10 là. Donc on est pratiquement à 1200%. Et ça encore, c'est tout à fait inexplicable. Aux États-Unis, sur environ 700 000 hommes qui ont participé à la guerre du Golfe, plus de 250 000 ont eu besoin de soins médicaux. Nous avons un problème médical très sérieux avec les vétérans de la guerre du Golfe. L'une des pistes principales, c'est l'uranium appauvri. Je n'aurais jamais pensé une minute avoir été exposé à l'uranium appauvri pour la simple raison que je suis toujours resté dans un hôpital de campagne en Arabie Saoudite. Je n'ai mis les pieds ni en Irak, ni au Koweït. J'étais très surpris de découvrir que j'étais positif à l'uranium appauvri. 9 ans après la guerre, on retrouve de l'uranium en excès dans le corps de ce vétéran qui n'a même pas été sur le champ de bataille. Comment est-ce possible? 9 ans après la guerre, on n'a toujours pas de solution, pourtant les malades sont très nombreux. L'uranium appauvri n'existe pas en tant que tel dans la nature. Son histoire commence avec l'invention de la bombe atomique. Pour la fabrication de la bombe, l'uranium naturel extrait de la mine est séparé en 2. Cette opération s'appelle l'enrichissement. Une très petite partie, appelée uranium-235, part dans la fabrication de l'explosif. C'est l'uranium enrichi. Et l'autre partie, plus de 99%, devient inutile. C'est l'uranium appauvri, qui est lui beaucoup moins radioactif que l'uranium naturel. Des ingénieurs militaires se rendirent compte des avantages à utiliser les stocks de ce nouveau métal, le plus dense existant sur Terre, gratuit et facile à façonner, qui permettait de faire des obus super pénétrants. Comme il est très peu radioactif, on peut le manipuler comme n'importe quelle autre munition, sans danger particulier pour la santé du soldat. La guerre du Golfe fut l'occasion de tester massivement cette nouvelle arme, utilisée par les tanks, mais aussi, entre autres, dans les mitrailleuses des avions A-10, dans les mitrailleuses Phalanx et dans les têtes de certains missiles.
Selon les chiffres avoués du Pentagone, 940 000 obus à tête d'uranium appauvri ont été tirés dans le Golfe, soit près de 300 tonnes de ce métal. Alors, regardez, les infos, cancer d'Alain, 10 en 91, puis 16, 70, 85, 80, 106, etc. Une augmentation encore énorme. Leucémie, 10, puis 28, 45, etc., etc., etc. Cancer du poumon, forcément, tous les gens qui ont respiré, 4, 6, 39, 40, 41, 40. Tous ces cancers sont des cancers, je dirais, de la radioactivité, de la contamination radioactive. Cancer éligant salivaire, par exemple. Alors, c'est-à-dire que là, il y a des périodes de ce qu'on appelle les périodes de latence, plus ou moins longues. Jerry Witt a été blessé accidentellement par un tir américain. Mais c'est son père, chercheur, qui a découvert 1 an plus tard qu'il avait été atteint par de l'uranium appauvri. Ça, c'est des bouts qu'on a trouvés dans mon pactage. Il y a aussi quelques morceaux là-dedans qu'on m'a retirés du corps. C'est toujours radioactif, même après toutes ces années. On fait des analyses environ tous les 2 ans. Mes symptômes sont à peu près les mêmes que pour la plupart des autres. J'ai aussi des cloques sur les mains et sur les pieds. J'ai un fils de 3 ans qui est né après la guerre. Lui aussi, il a des cloques sur les mains et sur les pieds. Ils disent que c'est dû au stress post-traumatique. Ça, c'est leur grand truc. Mais moi, je marche pas. J'ai eu des douleurs au rein. C'est du côté gauche. Mais quand je vais faire des tests, ils m'auscultent du côté droit. J'ai mal du côté gauche, mais non, la règle veut que ce soit du côté droit. Donc voilà le genre de traitement que j'ai reçu du département des vétérans. Depuis mon retour, j'ai eu une tumeur à l'épaule gauche. Et l'uranium appauvri se loge dans les os. Donc, quand j'ai su que j'avais une tumeur, le département des vétérans n'a rien voulu faire. Ça me tracassait, c'était dans l'os. Alors ils ont fini par me faire une biopsie. J'ai demandé à ce qu'une partie soit envoyée à une université privée, là où je pouvais faire confiance aux gens et me fier aux résultats. Mais ils ont refusé. Je ne crois pas qu'ils font de vraies recherches là-dessus. Je pense que ça cache quelque chose. Il n'y a pas que les vétérans qui se plaignent. Des médecins racontent aujourd'hui les pressions qu'on leur a fait subir pour taire la vérité. Le professeur Durakovic, spécialiste en médecine nucléaire, colonel expert de l'armée, était le premier à découvrir la présence d'uranium appauvri dans les urines d'un groupe de vétérans dès 1991. Très vite, après avoir examiné ces patients, j'ai reçu des lettres, des coups de fil et des convocations me demandant de cesser mon enquête. Lorsque j'ai rappelé aux autorités que j'étais mandaté par le gouvernement des États-Unis pour m'occuper des vétérans malades, on m'a répondu que mes recherches ne seraient plus financées et que dans mon propre intérêt et dans l'intérêt de ma carrière, je ferais mieux d'interrompre immédiatement mes travaux. Des gens viennent et vous demandent de vous taire. On vous avertit, on vous menace de perdre votre travail. Il y a des bruits étranges dans le téléphone quand vous parlez. L'ordinateur bug et les emails semblent retardés. Les ordinateurs réagissent sans raison, comme s'il y avait un virus dedans. Ça s'est vérifié sur toute la ligne jusqu'à la comptabilité générale des États-Unis, dans leur correspondance sur ce sujet. Peut-on le prouver? Non. C'est vrai? Oui.
Les individus renvoyés sont notamment des médecins qui s'occupaient directement des malades du Golfe et précisément des victimes de l'uranium appauvri, des scientifiques responsables du nettoyage du Golfe, des chercheurs et des ingénieurs responsables qui travaillaient là-dessus pour l'armée. Tout simplement, on vous nommait expert et dès que vous parliez des dangers, vous étiez viré. On ne peut pas contester que l'uranium appauvri, après une guerre, contamine tout. Non seulement les soldats, mais les soldats qui n'étaient pas exposés, et aussi la population civile. Alors, je vais vous montrer un autre tableau. Un autre tableau, c'est dans la région de Bassora. Regardez, 1988, bon. Regardez maintenant l'agrandissement des taux de cancer. En France, on n'a pas des agrandissements pareils. C'est inexplicable. Dans aucun pays du monde. Si. En Bosnie, on a utilisé l'uranium appauvri, notamment les Français. J'ai fait une conférence sur l'uranium appauvri et après il y a un jeune garçon qui est arrivé, qui m'a dit voilà, moi j'étais en Serbie, j'étais soldat en Serbie, et je peux vous dire qu'on a utilisé des armes d'uranium appauvri. Et aujourd'hui j'ai un cancer, et tous mes traitements ont raté, je vais en Italie là, parce que c'est le traitement de la dernière chance. Et je lui dis mais vous avez un dossier médical? Il m'a dit oui, je peux vous l'envoyer. Il ne me l'a jamais envoyé, soit il a oublié, soit il est mort, je ne sais pas. Mais bon, c'était un soldat français de Serbie. Et il m'a dit ça, j'ai développé mon cancer quelques mois après être rentré en France, après la guerre de Serbie. Bien. Alors voilà. Alors ça donne des cancers. Alors ça donne beaucoup de cancers, justement. En général, chez les civils, c'est pas mal de lympho. Vous voyez celle-là, hein, pour ceux qui peuvent voir. Donc voilà, encore un autre cancer. Cancer de la peau sur la tête. Voilà. Des meurtres foudroyantes. Je pense pas que le gars est encore vivant aujourd'hui. Alors naturellement, ça touche énormément les enfants, puisque les enfants, les cellules cancéreuses chez les enfants se reproduisent beaucoup plus vite, puisque les enfants grandissent. Alors un enfant qui est touché, envoyé par exemple là, ce petit Afghan, ça c'était ses yeux. Il est fini maintenant, c'est 2 tumeurs à la place des yeux. En voilà un autre, lui ce sont des neuroblastomes, donc ça commence dans la tête. Tout augmente dans la tête, la pression, donc les yeux commencent à ressortir, etc. Et jusqu'au moment où l'enfant crève. Voilà cette petite fille, tumeur des yeux, à cause de l'uranium. Un enfant qui est sans cerveau, anencéphalie. Un enfant qui naît avec, ça c'est ce qu'on appelle, vous voyez, cyclopie. Les yeux ne se font pas bien. Alors à la place, vous avez une espèce de languette et vous avez un œil seulement. Voilà une fille, une petite fille, avant, et victime d'un neuroblastome aussi. Ouais, voilà ce qui se passe. À l'heure actuelle, c'est arrivé près de chez vous, comme dans le film belge. Et tout le monde s'en fout. Près d'1 200 000 civils irakiens sont morts depuis la guerre à cause de 9 ans d'embargo imposés par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et surtout des enfants de moins de 5 ans qui perdent leur défense immunitaire à cause du manque de nourriture et de médicaments. La situation est tellement catastrophique qu'il est difficile aujourd'hui de faire une enquête épidémiologique précise pour trouver les causes des maladies et isoler l'uranium appauvri. On a découvert que les taux du cancer est devenu 10 fois ce qu'il était avant la guerre. Des enfants qui viennent au monde déformés. On a commencé, avec l'aide de quelques médecins, à rechercher les causes et on a découvert que l'uranium appauvri est responsable de ces déformités et du cancer. Des enfants mourant du cancer, des cancers des os, des tumeurs au cerveau, sans aucun soin.
Aujourd'hui, peut-être ils sont traités, mais pas demain, parce que plus rien ne rentre. Une mère irakienne m'a même demandé d'emmener son enfant pour le faire soigner chez nous. Cela m'a brisé le cœur. Parce que même ici, aux États-Unis, nous ne pouvons pas obtenir de soins pour nous. Et pourtant, nous sommes le pays le plus avancé au monde en matière de technologie. Nous avons déployé un système d'armes sophistiqué. Nous avons créé une maladie sophistiquée. Mais nous n'avons pas de moyens sophistiqués pour la soigner. Alors, regardez un petit tableau, le cas des avortements spontanés. Des régions comme par exemple Bassora, qui a été énormément victime de la guerre, on passe de 2137 à 3618. C'est-à-dire que 1,7, ça veut dire augmentation de 70%. La région de Najaf, c'est-à-dire il y a de la résistance à l'actuelle à Najaf, augmentation de 180% d'avortements spontanés. C'est-à-dire toutes ces femmes sont enceintes, mais elles sont près des champs de bataille avec de l'uranium appauvri, ou elles sont dans un village où il y a une carcasse de chars. Alors elles sont enceintes et elles se baladent tous les jours. Et elles font des avortements spontanés. Ça, c'est un petit Afghan. Les jambes ne se sont pas développées. Voilà. Alors là, voici un petit garçon. Le foie ne fonctionne plus, puisque ça se fixe beaucoup dans le foie. Donc, il fait de l'édème. Bon, là, c'est terminé pour lui, hein, il est mort. Vous voyez, ce sont les balles que j'ai trouvées. Elles ont la forme d'un cigare. Les deux sont radioactives. Le professeur Gunther, lui, a retrouvé des balles en Irak. Son histoire est étonnante. Au mois de mars et mai 1991, j'ai trouvé des balles inhabituelles sur le champ de bataille et aussi des douilles. Elles étaient peu ordinaires. Ayant été officier dans l'armée allemande, j'ai trouvé ça suspect, mais sans idée précise. En mars 1992, à Bassora, j'ai vu des enfants jouer avec des balles comme celle-ci, et on m'a dit que l'un des enfants était mort d'une leucémie après avoir joué avec. Cet enfant jouait avec des balles. On voit des ulcérations sur le crâne, pas de douleur, mais ça s'étend de plus en plus. Ça, c'était nouveau et je me suis inquiété, car c'était une maladie nouvelle. Elle est seulement liée au dysfonctionnement du foie et des reins. Voilà un autre enfant, même chose. Ils ne ressentent pas de douleur, mais ils en meurent. J'ai appelé la police irakienne pour qu'ils ramassent ces balles. J'ai emporté quelques douilles et une balle en Allemagne afin de les faire analyser. En juillet 1992, j'ai fait des tests à l'université Humboldt, à l'université technique de Berlin et plus tard à la Free University. Ils étaient tous sous le choc et disaient « Cette balle est fortement toxique et radioactive. Où l'avez-vous trouvée ?» Quand je suis arrivé le lundi suivant, j'ai vu en face de moi une foule de policiers qui m'attendaient. Ils avaient l'intention de m'arrêter pour détention de substances radioactives. Plus tard, une voiture est arrivée. Les policiers sont descendus en combinaison, gants et chaussures de protection. Ils avaient un coffre spécial pour emporter la balle. En Allemagne, le professeur Gunther s'est retrouvé en prison 2 mois, puis condamné à une amende. Et la balle fut saisie par la police. Hélas, car aujourd'hui, on aimerait bien connaître l'analyse précise du métal, car sa radioactivité certifiée par la police allemande et les universités est tout à fait anormale. La balle faisait 11 microsieverts par heure. En Allemagne, on autorise jusqu'à 300 microsieverts par an. En faisant les calculs, avec ça, on se prend la dose annuelle en une seule journée. Et les enfants jouaient avec 12 balles. Donc là, vous avez l'enfant avec une cyclopie encore, l'enfant avec un neuroblastome qui est déjà mort. Hein. Ça, c'est terminé. Voilà. Alors, vous avez toutes sortes de cancers bizarres qui apparaissent. Cancer de la peau. Là, des enfants qui naissent morts, mais qui ne se développent même pas, même plus.
il y a des arrêts à cause de la radioactivité. Hein. Et alors, comme je vous ai dit, la radioactivité peut empêcher certains membres. Ces membres ne sont pas terminés parce que ces cellules ont été touchées. La cellule de la main, par exemple, a été touchée. Donc il n'a pas de main, pas de pied. Celle-là, c'est le contraire. Les cellules se mettent à faire n'importe quoi. Donc cancer de la langue ou cancer de tout l'orifice nasal. Parce que là, les cellules, leur ADN a été touché et c'est l'anarchie. Donc elles commencent à se développer tout à fait artificiellement. Cet enfant-là, il n'a pas de bras. Pas de bras parce que la main a été touchée. Celui-là, c'est le contraire à nouveau. Tumeur de la bouche. On voit que les difformités congénitales touchent aussi les familles des vétérans américains. En 1994, Life fait sa couverture sur les déformations congénitales des enfants de la guerre du Golfe. Aucune statistique sérieuse, curieusement, n'a été publiée sur le sujet. Le professeur allemand Sigvard Horst Günther, ancien compagnon de route du Dr Schweitzer, épidémiologiste, a essayé de comprendre ces malformations. Nombre de familles de vétérans de la guerre du Golfe voient naître des enfants sans yeux, sans bras ou sans pieds. Ils ont des problèmes sanguins et aussi des problèmes respiratoires. Si on compare, vous voyez, cet enfant irakien n'a pas de bras, seulement les mains. Et ses jambes sont handicapées. Cet enfant, lui, est américain. Il n'a que les mains, comme l'autre, mais pas de jambes du tout. Tout comme celui-là. Même cas de figure. Ces enfants sont très intelligents, mais vous savez, cela coûte très cher aux parents de leur donner une éducation. Là, ça c'est le syndrome qu'on appelle d'ictis, c'est-à-dire poisson. Ils meurent, hein. Ils n'ont pas d'yeux et ils ont une peau tout à fait écaillée. Alors là, on rien. Donc ça continue. Ici, regardez, il n'a pas de bras, il a des mains. Parce que les deux cellules et les deux bras ont été touchés pendant qu'il était encore dans l'utérus de sa mère. Donc, et il y a un petit américain, c'est la même chose. C'est la même conformation. Pas de bras, deux petites mains. Parce que son père a été touché. Vous avez des malformations complètement inconnues, comme celui-là. Il y a des tas de cas, on ne sait même pas ce que c'est. C'est rien. Hein. Je veux dire, c'est le mystère complet. Et on observe à l'heure actuelle ce qui se passe. Voilà encore cet enfant avec deux cerveaux. Voilà, un enfant avec le syndrome du poisson. Il est complètement, il n'a pas d'yeux, il n'a rien, c'est que des globes sanguinolents et sa peau est complètement rouge. Enfin, sa peau est complètement écailleuse. Ça, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, sous nos yeux. Et la presse nationale, j'ai pas l'habitude de critiquer mes confrères parce qu'ils sont souvent bien meilleurs que moi, mais la presse nationale n'en a pas dit un mot. Pas un mot. Elle s'est par contre précipitée sur l'affaire de la torture en Irak. Mais pardonnez-moi, la torture en Irak, c'est dans les chroniques de l'humanité, je vais peut-être vous choquer, mais ça vaut même pas une ligne. On les a forcés à poser à poil, à se branler devant lui. Qu'est-ce que c'est qu'un film porno? Excusez-moi, enfin. C'est rien, c'est rien. Ça, c'est quelque chose. Parce que ça nous concerne tous. Car je vous répète, après une trentaine d'armées ont l'arme à l'uranium appauvri. De plus en plus de conflits vont être comme ça. Et alors, pourquoi on ne dénonce pas cela? Alors j'ignore pourquoi, parce que pour une fois, et puis Bush a été réélu, entre parenthèses, parce que c'est quand même lui qui fait la guerre, il sait ce qui se passe. Hein. Pourquoi on n'en parle pas? Eh bien, à mon avis, il y a deux raisons. Bon, d'abord, il y a trois raisons. Il y a beaucoup de gens qui ignorent l'affaire, parce que il y a quand même un blackout sur cette affaire. Hein, je veux dire, les documents, moi, il a fallu que j'aille au départ au consulat irakien pour en avoir. La deuxième raison, c'est, je dirais, la peur. Parce que les gens savent que ça, c'est un vrai scandale. En dénonçant la torture en Irak, c'est pas très grave. Mais en dénonçant ça, c'est beaucoup plus grave. Mais surtout, la troisième raison, à mon avis, est la suivante. Bref, les Américains savent ce qu'ils font. Ils savent que
en utilisant des armes à l'uranium, oui, ils vont provoquer ça. Seulement, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir une guerre avec zéro mort. Et qu'est-ce que ça veut dire une guerre zéro mort? Ça veut dire zéro mort dans mon camp, et où les morts dans le camp ennemi comptent pour zéro. C'est ça une guerre zéro mort. Parce que, aujourd'hui, il y a une espèce de, comment dire, de tradition nouvelle, c'est un peu contradictoire par les traditions nouvelles, mais qui dit qu'une guerre, pour être bonne, doit être menée avec zéro mort chez nous. Donc, utiliser l'arme à l'uranium appauvri, c'est excellent. Vous détruisez tous les chars ennemis, vous mettez l'ennemi en pièces en quelques heures. Et j'ai fait tout le commentaire d'une émission qui est passée sur Canal+ à ce propos-là, mais là, ce qui est passé très tard. Et les soldats américains disent bien, on était extrêmement surpris. Extrêmement surpris. Ça rentrait comme dans du beurre. Parce que les chars explosaient tout de suite. L'impact immédiat dans le Golfe, c'est que c'est une des raisons qui a fait que cette guerre a été si courte. C'est un des éléments qui nous a permis de gagner cette guerre aussi vite. On nous a donné seulement ce qu'on appelle des projectiles 8-29-1 à uranium appauvri. Je ne me souviens pas avoir reçu d'autres types de munitions. Je me souviens clairement qu'il faisait très mauvais et que la visibilité était faible à cause des incendies pétroliers et du brouillard qui recouvrait le champ de bataille. Notre système nous permettait de voir au travers de la fumée. Nous avons vite compris, dès les premiers engagements, que nos tirs étaient très précis et aussi très meurtriers. Presque toutes les cibles touchées par ces projectiles provoquaient une destruction mortelle, c'est-à-dire que le char était détruit sur le coup. Une explosion, feu, et parfois, en quelques secondes, explosion du char avec explosion de la tourelle. Du coup, nos équipes se sont senties pleinement en confiance. Alors, cette façon de vouloir une guerre zéro mort, cette façon de dire, je vais utiliser des armes terrifiantes, peu importe. L'important, c'est que j'ai zéro mort et que j'écrase mon ennemi. Mais ça vient d'où? Mais ça vient de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ont fait les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale? Les Alliés se sont dit, la guerre d'armée à armée, c'est pas bon ça. C'est trop long. Puis ça, il y a beaucoup de nos jeunes garçons qui vont y passer. Pas comme ça qu'il faut faire. L'Allemagne, qu'est-ce qu'on va faire? On va la bombarder. On va paralyser le pays économiquement. On va détruire toutes ces usines, toutes ces voies de communication. Et on va aussi détruire les villes pour démoraliser la population. Un pays qui n'a plus de voies de communication, plus de production, qu'elle soit de guerre, pharmaceutique, etc., et dont la population est démoralisée parce qu'elle n'a plus de maison, parce que beaucoup de gens ont vu leurs proches mourir, c'est un pays qui ne fait plus la guerre. Et c'est comme ça que les Alliés ont remporté, beaucoup plus que par toutes ces histoires de derniers combats, Bastogne, etc. Ils ont dit non, la nouvelle guerre c'est autre chose. C'est une guerre d'extermination du pays, pas de l'armée du pays. Et le summum de cette philosophie, si on peut parler de philosophie, le summum de cette abomination, c'était le Japon. Le Japon dit bon, on va pouvoir le vaincre, hein, mais ça va prendre 3-4 ans. Le temps de récupérer toutes les îles. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On va balancer des bombes atomiques, jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Première bombe atomique, vous ne voulez pas arrêter? 3 jours après, deuxième bombe atomique, sur des femmes et des enfants. Vous voulez pas? Ah, vous voulez arrêter? Voilà. Ah, génial! On a sauvé 100 000 Marines américains grâce à ça. Il y en a 100 000 qui ne sont pas morts. Oui, pour préserver la vie des soldats, on tue les civils. C'est ça que ça veut dire. La guerre sur le Japon, c'est ça. Et la guerre un peu sur l'Allemagne, c'est ça. Nos armées, on ne veut pas qu'elles se tuent. Nos soldats, ils sont bons pour défiler, mais pas pour se faire tuer. Alors on va tuer les femmes et les enfants des ennemis. On va les tuer avec des armes terrifiantes. Car la marque atomique, c'est pas rien quand même.
c'est pénétrer l'intimité de la matière pour faire déferler le feu sur les femmes et les enfants ennemis. C'est pas rien. Si les Allemands avaient fait ça, imaginez, le 10 mai, les Allemands envahissent la France, attaquent la France. Vers le 15 mai, 20 mai, allez, allons jusqu'au 1er juin. C'était foutu, on savait que c'était foutu. Imaginez qu'Hitler ait dit, bon, vous êtes foutus là, j'ai pas encore perdu quelques milliers de soldats ou quelques dizaines de milliers de soldats, arrêtez la guerre. Vous voulez pas l'arrêter? Je détruis Lyon. 2 jours après, vous voulez toujours pas arrêter? Je détruis Marseille. Ah, vous voulez arrêter? Merci. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? C'était la barbarie. Horrible. Hitler, le monstre absolu. C'était pas ça faire la guerre. C'est ce qu'ils disent dans Oradour. Faire la guerre, c'est pas tuer des femmes et des enfants. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Mais les Américains ont fait ça. Si Hitler avait fait ça, mais aujourd'hui, on en parlerait tous les jours. À Marseille, à Lyon, il y aurait des processions tous les jours pour rappeler la barbarie nazie. Mais les Américains, ils peuvent faire ça, c'est légal. Contre Hiroshima, contre Nagasaki. Vous voulez pas arrêter? On continue. C'est pas grave. Eh bien, ce qu'ils ont semé en 1945, ce fait de dire, moi la guerre, je veux que ce soit 0 mort chez moi, je veux que ça se termine vite, je vais écraser mon adversaire. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé en Irak. Dès qu'il y avait un marine se tuer, catastrophe, il y en a un tué, terrible, ils sont morts pour la liberté, enfin toute leur connerie habituelle. Mais ce que l'on vit là, ces enfants, ce qu'ils vivent là, c'est la suite logique d'Hiroshima, c'est la suite logique de Dresde. Et c'est pour ça que les gens n'osent pas dénoncer, car s'ils dénonçaient ça en disant c'est atroce, mais on leur répondrait, mais attendez, c'est la suite logique. L'atrocité, c'est vous qui l'avez commencé en 1945, en 1944, en 1943, à Hambourg. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que finalement maintenant la guerre se termine jamais. Ah oui, je vous ai dit, l'uranium qui était en Irak, 4 milliards et demi d'années il va rester. L'Irak, il y a des pays, il y a des régions qui sont foutues. Il n'y a plus qu'à attendre que les populations crèvent, parce que personne ne va aller les secourir, et c'est fini. Donc la guerre ne se termine pas. La guerre va durer des milliards d'années. Donc un pays qui osera résister à Big Brother, attention, on va vous écraser, mais pour 4 milliards d'années. Et c'est pas vos armées qu'on va écraser, c'est vos femmes, c'est vos enfants. Ils naîtront comme ça. Vous voulez nous résister? C'est ça qui vous attend. Oui, les pères de famille, vous avez entendu? C'est la guerre qui ne se termine plus. Mais qu'est-ce que c'est encore cette philosophie de la guerre qui ne se termine pas? Mais c'est la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Vous savez qu'on n'a jamais signé le traité de paix avec l'Allemagne. Officiellement, on est encore en guerre avec l'Allemagne. Il n'y a pas de traité de paix signé. Vous avez entendu parler d'un traité de paix? Non. Officiellement, on est encore en guerre. Alors forcément, il est oui, mais on est en guerre avec le régime nazi, mais qui n'existe plus. Mais officiellement, on est encore en guerre avec l'Allemagne. Mais on y est encore. On n'est pas en guerre avec l'Allemagne physique, mais on est en guerre contre le national-socialisme. On est toujours en guerre. On n'a pas signé le traité de paix. Et cette guerre, elle a commencé quand? Mais elle a commencé le 1er octobre 1945. On a dit, bon, allez, on a bien massacré tout le monde. Hein, on avait l'Allemagne là, qui était sanguinolente. Nous, on avait pas mal de coups aussi. Hein, on était en uniforme, bien ensanglantés. On dit, bon, attendez. Je vais au vestiaire. J'enlève mon truc de soldat et je remets mon uniforme de juge. Je relève le vaincu, je lui dis, voilà, maintenant je vais te juger, mon Dieu. Je vais pendre tes principaux dirigeants. Normal. Mais après, attention, je vais commencer ta rééducation. Ça ne va pas se terminer comme ça. Crois pas que c'est terminé, mon vieux. Je vais extirper tous tes mauvais penchants par une rééducation. Puis je vais en profiter aussi pour extirper celle dans tous les autres pays, finalement. Vous m'en profitez. La guerre ne se termine pas. Et la guerre est toujours là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit le procureur général à Nuremberg, Robert Jackson? Il a dit dans son réquisitoire introductif, le procès de Nuremberg est une continuation de la guerre sous d'autres moyens. Ah, il a dit, c'était officiel. On est toujours en guerre avec vous, messieurs, là, qui êtes au banc des accusés. Et on va vous pendre. Mais parce qu'on ne veut pas que la guerre se termine. Eh bien, quand on accepte de faire ça, et puis quand on nous rebat les oreilles, attention, le nazisme, il est là, il est prêt à revenir, etc. Si seulement c'était vrai. Bon, mais quand on dit qu'il est là, il est prêt à revenir, il faut être vigilant, attention, ça ne se termine pas, il faut 6 mois de prison pour Renoir, la prison pour Zundel, parce que c'est les grands méchants nazis. La guerre ne s'arrête pas. Eh bien, voilà. C'est la même philosophie. La guerre ne s'arrête plus. On a dit
vous ne pouvez pas commencer une guerre contre Big Brother, il va vous écraser pour l'éternité. Eh bien c'est ça. Donc l'uranium appauvri, ce que vous voyez là, c'est bien plus que l'utilisation d'armes terribles, d'armes sorties de l'enfer. C'est l'utilisation d'une philosophie, la philosophie de Big Brother, qui est là, et qui nous menace tous. C'est pour ça que, quand on entend des gens qui disent « Ouais, on s'en fout, c'est des Arabes », tu pauvre con, vous n'avez rien compris. C'est les Arabes aujourd'hui, et ce sera vous demain. Ce sera n'importe qui après. C'est les Serbes aussi. Comment? C'est les Serbes aussi. C'est les Serbes, c'est les Bosniaques, c'est tous ces gens-là, déjà en plus. Mais même, admettons, allez, ce sont des gens loin de nous. Mais c'est tout le monde qui est pris dans l'affaire. La guerre ne s'arrête pas. Les démocraties ont inventé la guerre éternelle, au motif de faire une paix perpétuelle. Parce qu'ils vous promettent toujours la paix pour demain, la paix éternelle. Il y a un livre américain qui est très intéressant, mais qui a au moins 20 ans maintenant, ça s'appelle Perpetual War for Perpetual Peace. La guerre perpétuelle pour la paix perpétuelle. Et c'est ça. C'est ça. Donc, moi je ne comprends pas que personne n'ait utilisé ce scandale. Parce que pour une fois, c'est nous qui avons les photos. D'habitude, c'est toujours les autres qui balancent les photos de petits juifs. Pour une fois, c'est nous qui avons les photos. Il faut dénoncer ce scandale. C'est primordial. Dire voilà, les criminels, c'est eux. Et ils sont criminels non pas parce que Bush est criminel, non pas parce que Tony Blair est criminel, mais parce que ils ne font que pousser à l'extrême, pousser au bout la philosophie de Truman, la philosophie de Churchill, la philosophie de Roosevelt. C'est de là que ça vient. Alors si vous me dites, oh, ceux qui font ça, c'est des gros méchants, mais ils sont peut-être dans le camp du mal, mais c'est parce que les autres étaient dans le camp du mal avant. Et c'est pour ça que vous n'oserez pas le dire, messieurs, parce que vous avez peur de tirer des conclusions. Qu'est-ce qui nous intéresse dans l'uranium? Eh bien, le problème, que ce soit pour le carbone 14 ou pour l'uranium, c'est que ce sont des atomes qui sont trop lourds. C'est-à-dire que l'uranium, lui, déjà, au départ, il est énorme. Donc il est un peu trop lourd. Voici de l'uranium 238. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Pour s'alléger, il va éjecter 2 neutrons et 2 protons. C'est-à-dire qu'il va les prendre dans son noyau. Ce qu'il peut faire aussi de façon naturelle, c'est que s'il ne peut pas enlever ça, parce que pareil, la nature a ses secrets, il y a des atomes qui ne peuvent pas le faire, eh bien, il va éjecter un électron. Eh bien ça, ce phénomène d'éjection rapide, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Quand vous avez souvent entendu parler de radioactivité, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est ça. La radioactivité, ce sont des atomes trop lourds qui s'allègent en éjectant des particules dans l'air, qui partent dans l'air très rapidement. Alors le problème, justement, c'est que ces particules, elles sont à vitesse très rapide. Et pour nous, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, dans 2 minutes, si on se reçoit ça dans le corps, ça peut être très grave. C'est pour ça que la radioactivité est dangereuse. Si vous prenez un lingot d'uranium, au fur et à mesure, les uraniums, il y en a qui vont éjecter et des petites particules. Donc, on a vu que comme ils éjectent, ce n'est plus de l'uranium parce qu'il a maigri. Il s'est transformé en thorium. Donc, petit à petit, quand vous avez un noyau d'uranium, plus le temps passe, plus l'uranium diminue. Et il arrivera un moment où il n'y en aura pratiquement plus. Alors, le temps que met un lingot d'uranium pour que la moitié de l'uranium se transforme, c'est ce qu'on appelle la période. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on voit combien de temps un élément radioactif dure. Si, par exemple, un élément radioactif a une période de 2 secondes, ça veut dire que quand vous avez un noyau, 2 secondes après, il y en a déjà la moitié qui s'est transformée. Donc ça va aller très vite. Mais le problème, c'est que souvent, ces trucs radioactifs, eh ben, ils ont des périodes, regardez, le thorium, il y a une période de 14 milliards d'années. C'est-à-dire que si vous avez un lingot de thorium, dont il y en a la moitié de partie, il faut 14 milliards d'années. C'est-à-dire que ça va rester radioactif très très longtemps. Et l'uranium, ce qui nous intéresse à nous, c'est 1,5 milliard d'années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez absorbé de l'uranium qui s'est fixé dans votre corps, vous êtes radioactif pendant 1,5 milliard d'années. Sous-entendu jusqu'à la fin de votre vie.
Donc c'est pour ça que la radioactivité est si dangereuse. Alors il y a des choses qui sont beaucoup moins. Dans le francium, c'est 21 minutes. Donc à la limite, s'il y avait un noyau de francium ici, dans les 40 minutes, il n'y a pratiquement plus rien. C'est bon. Mais s'il y a de l'uranium là, il mettra 2 milliards d'années à partir si personne n'en a. C'est pour vous dire, c'est que vous commencez à comprendre que quand on commence à polluer à l'uranium, c'est pas une petite pollution qui va durer très très peu, c'est une grosse pollution très grave. La radioactivité, on a découvert ça vers le début du siècle, enfin début du siècle dernier, début des années 1900. Au départ, ça a été quelque chose, on ne savait pas à quoi ça servait, on l'a découvert, beaucoup de scientifiques sont morts d'ailleurs, sont morts irradiés sans le savoir. Mais jusqu'au jour où, en 1939, 2 scientifiques allemands se sont amusés, entre guillemets, à faire ça. Ils ont bombardé un atome d'uranium 235 en le bombardant avec une petite particule. Et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Que le noyau, une fois qu'il avait été percuté, il se séparait en deux. Alors, quand il se sépare en deux, il émet de l'énergie. Peu importe pourquoi, admettez-le. Alors, il est évident que si un noyau tout seul se sépare en deux, l'énergie, on ne la sent même pas. Mais, si c'est des milliards d'atomes qui se séparent en même temps, ben, l'énergie, ça commence à être bon. Et avec cette énergie, on peut commencer à chauffer de l'eau, par exemple. Et faire de la vapeur. Et puis, immédiatement, mais les scientifiques se sont dit, mais dites-moi, donc on pourrait utiliser ça pour faire de l'énergie. Mais si jamais on désintègre des milliards d'atomes à la fois, des milliards d'atomes d'uranium 235, ben, ça va faire comme de la dynamite. Et c'est le principe de la bombe atomique. La bombe atomique, qu'est-ce que c'est? On désintègre des milliards d'atomes d'uranium 235 en une seconde. Et il y a tellement d'énergie qui s'en échappe que l'énergie, elle est émise d'abord sous forme de chaleur, mais aussi sous forme d'onde de choc. Car qu'est-ce que c'est qu'une explosion? La différence entre un feu de cheminée et une explosion, c'est que le feu de cheminée vous restitue son énergie lentement. Le bois brûle lentement, donc en brûlant, il vous restitue de l'énergie qui vous chauffe. Mais supposez que qu'une bûche de bois veuille brûler en une seconde, elle n'a plus le temps de restituer toute l'énergie en chaleur, donc elle la restitue aussi en onde de choc et c'est l'explosion. Eh bien, qu'est-ce qu'une centrale nucléaire? C'est une réaction comme ça, mais lente. Donc ça chauffe. On reprend l'énergie, on chauffe de l'eau qui se transforme en vapeur, qui fait tourner des turbines et ça fait de l'électricité. Voilà. Mais nous allons donc aborder un sujet qui est passionnant, mais douloureux, et dont on a à peine parlé en France, je dirais pratiquement dans le monde entier, c'est le scandale des armes à l'uranium appauvri. C'est arrivé près de chez vous, ça arrive près de chez vous, mais vous ne le savez pas, et personne ne le sait. Alors ces enfants sont des victimes du scandale des armes à l'uranium appauvri. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Le problème, c'est que, comme dans toutes ces affaires, c'est un peu technique, et il faut avoir quelques petites connaissances un peu scientifiques pour comprendre ce qu'il en est. Vous évoluez dans un monde là où vous avez des tas de matières, du papier, du bois, du fer, du plastique. Et ce monde, en fait, eh bien, c'est comme imaginez un peintre. Un peintre, il a une palette avec 4, 5, 6, 7, 8 couleurs.
Et grâce à des mélanges subtils, il va pouvoir vous faire un tableau avec des millions de couleurs. Eh bien, la création, ce qui nous entoure, c'est exactement ça. C'est que tout ce qui est là, c'est fait à partir une centaine d'éléments de base. C'est-à-dire que tout comme le peintre a 8 couleurs de base et qui va faire toutes les couleurs, eh bien, dans la nature, au départ, il existe 107 éléments de base. Et c'est à partir de ces éléments de base, la bombe atomique, c'est une centrale nucléaire mais ultra rapide. Donc comme toute l'énergie est dépensée en une microseconde, elle s'en va sous forme de chaleur et d'une onde de choc. Mais le problème, il est le suivant. C'est que la nature, pour nous, n'est pas toujours très très bien faite. C'est que pour faire cette fameuse réaction, celle-là, il faut de l'uranium 235. Or, l'uranium, on en a des gisements sur Terre. C'est un métal, l'uranium tout bête. Hein, c'est un métal blanchâtre, très très malléable. Seulement, si je creuse et que je trouve de l'uranium, en moyenne, voilà, je vais avoir 99,2% d'uranium de 238. Et celui-là, si on tente de faire ça à diète, ça marche pas. Il fait rien. Lui, il n'est pas intéressant. C'est ça, l'uranium intéressant. Mais on n'en a que 0,7%. Alors le problème, c'est que si vous prenez de l'uranium naturel et que vous voulez faire une bombe atomique avec, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'uranium 235. Ça va foirer. Pour pouvoir faire une bombe atomique, et c'est pour ça qu'il y a si peu de pays qui peuvent en faire, c'est pas le problème d'avoir de l'uranium. C'est l'uranium naturel, on peut en avoir. Il y a des gros gisements en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que il faut avoir de l'uranium à 90% d'uranium 235. 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre l'uranium et séparer le 238, le mettre de côté et ne garder que le 235. Alors si c'est des grains de sable, c'est déjà difficile d'avoir à séparer des grains de sable qui sont plus ou moins gros. Les pommes encore c'est facile. Mais quand c'est des petits atomes qui sont invisibles à l'œil nu, comment faire? Alors c'est là que c'est très très difficile. Et l'être humain étant toujours, surtout pendant la guerre, comme on voulait faire la bombe atomique, l'être humain a mis tout son savoir à le faire, et l'homme blanc qui est toujours ingénieux a réussi à faire. Grâce à des centrifugeurs, grâce à ce qu'on veut, on sépare l'uranium 238 qui est plus gros se met là, et l'uranium 235 se met là. Ou alors on fait des systèmes de micro-passoires de façon à enrichir l'uranium. C'est-à-dire qu'ici vous avez de l'uranium où il n'y a que 0,7% d'uranium 235, oui, et à la fin, en faisant passer de micro-passoire en micro-passoire, vous arrivez à un mélange où il y a 90% d'uranium 235. Et là, vous allez pouvoir faire votre bombe atomique. Donc, pendant la guerre, ce qui s'est passé, c'est que les Américains, eux, se sont précipités. Ils voulaient faire cette bombe atomique, ce que Hitler ne voulait pas faire, d'ailleurs. Entre parenthèses, si c'était Hitler qui l'avait fait, qui l'avait utilisé, on aurait dit, preuve que c'est un sale barbare. Mais quand c'est les démocraties qui l'utilisent, c'est normal. On va pouvoir faire tout ce qui existe dans le monde. Ce sont ce qu'on appelle les atomes. Donc les atomes, c'est les petits constituants primordiaux de la matière. Et vous voyez, il y en a 103, enfin maintenant aujourd'hui il y en a un petit peu plus. Le plus petit c'est l'hydrogène qui est là-haut à gauche, puis vous avez l'hélium, puis vous avez l'ithium, l'hélium, etc. Quand vous avez une mine de crayon, votre mine de crayon, ce sont des petits atomes de carbone qui sont mis les uns à côté des autres. Le carbone ici. Au fur et à mesure des découvertes de la science, on s'est aperçu que tous les atomes, ils en prennent 4, ils ont tous la même structure. Il y a au milieu un noyau, et autour, il y a des choses qui tournent, peu importe ce qui tourne, c'est pas grave. Tous les atomes sont faits sur le même modèle. Et qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, c'est que le noyau que vous avez à l'intérieur, il est formé de petites particules, qu'on appelle les protons. Vous voyez? L'hydrogène, c'est le plus petit atome qui existe. Il a un proton dans son noyau. L'hélium, en fait, qu'est-ce qui le différencie de l'hydrogène? C'est qu'il a 2 protons dans son noyau. Et si on met 53 protons ensemble, on obtient un atome d'iode. Si on met, et on arrive qui est à notre sujet, si on met 92 protons ensemble, on obtient de l'uranium. Voilà. Alors, naturellement, la nature n'est jamais si simple que ça. C'est qu'en fait, je vais vous montrer maintenant quelque chose d'autre. Voilà. Vous voyez ici, l'hydrogène, il a un seul proton dans son noyau. C'est normal. Et il y a des petits trucs qui tournent autour. Mais l'hélium, il a 2 protons dans son noyau. Mais vous remarquez qu'il y a 2 autres petits trucs qui sont venus ensemble, qui sont venus avec lui, et ce sera très important pour la suite. Ce sont des neutrons, les bombes à neutrons.
C'est ça en fait. Les neutrons, c'est qu'on a les bombes à neutrons, ça parle de ça. Et ce qui fait que ces neutrons-là, dans l'absolu, ils ne servent à rien, si ce n'est qu'à alourdir l'atome. Mais ils ne lui donnent aucune autre propriété. Ça reste de l'hélium parce qu'il a deux protons. Et ici, vous avez du carbone, parce qu'il a 6 protons, les 6 verres, mais il y a en plus 6 neutrons qui se sont mis ensemble. Donc, si maintenant on veut retenir, un atome, qu'est-ce que c'est? C'est constitué d'un noyau qui a des protons, c'est ça qui fait que l'atome est ce qu'il est, un proton l'hydrogène, 2 protons l'hélium, 3 protons le lithium, etc. Mais, en plus, à côté et des protons, se mettent des neutrons. Ils sont un tout petit peu plus lourds, mais ils se ressemblent comme frères et sœurs. Si on pouvait les voir au microscope, on ne pourrait pratiquement pas les différencier. Bien. Alors,